Souvenez-vous, c'était le 17 janvier dernier. Les sapeurs-pompiers avaient été appelés à 18h pour un feu de cave rue du Berry à Troyes. On est face à un violent feu de cave avec une notion de victime à l'arrivée des secours. Donc une maman qui nous accueille affolée en nous disant qu'effectivement il y a un enfant manquant à l'appel. Donc il a fallu prioriser cette action de sauvetage par mon binôme d'attaque. Qui l'a réalisé très sincèrement dans les temps records. On parle de 3 à 4 minutes pour cette action de sauvetage. Et dans un même temps, être sûr et certain que toutes les conditions soient réunies pour que le sauvetage se passe dans de bonnes conditions, que ce soit sécurisé pour les gens qui sont autour, qui nous accueillent, parce que on n'a pas forcément le temps d'éloigner encore trop les badauds. Le sauvetage de l'enfant avait été réalisé par le caporal Lucie, 23 ans, et le sapeur Benjamin, 20 ans. Un enfant de 9 ans au 2e étage, donc à aller chercher par les communications existantes, par les escaliers. On est monté avec du coup nos bouteilles d'air qui nous permettent de respirer et on a mis une cagoule en arrivant à l'appartement sur l'enfant pour lui permettre de respirer avec nous et on l'a descendu de l'immeuble. On ne voit rien, il fait chaud. C'est difficile de se repérer dans un immeuble qu'on ne connaît pas. Après, on a réussi à localiser rapidement l'enfant, donc ça s'est bien passé. À l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, Lucie et Benjamin ont été félicités pour le sauvetage de l'enfant. Chacun a reçu une médaille d'acte de courage et dévouement. Je suis fière d'avoir un petit peu de reconnaissance et je suis contente à 23 ans et d'avoir une médaille. C'est quelque chose que j'avais demandé, qui a été validé par le commandement, le fait que ces 2 jeunes gens dans le métier soient récompensés. Et je suis très heureux de voir cette médaille épinglée sur leur torse, ouais, ça c'est sûr. L'adjudant-chef Ludovic, quant à lui, a reçu une lettre de félicitations. J'avais donc une seconde problématique, c'est le fait qu'on entendait des gens se manifester aux fenêtres, mais on ne pouvait pas les localiser. Donc il a fallu, dans un premier temps, on va dire, réaliser donc déjà une action d'extinction pour pouvoir dissiper un peu tout ce rideau de fumée, accueillir les collègues donc, de la grande échelle, puis pouvoir tout de suite entreprendre les secondes actions de sauvetage, quoi. Par la suite, 6 autres personnes avaient également été évacuées par les sapeurs-pompiers. Arnaud Montebourg devait être l'invité vedette, mais il s'est décommandé. Sa défense du Made in France, lancée en 2012, aura été au cœur des débats ce mardi au quai Alpha d'Épinal. Sur ce site incubateur de start-up, des chefs d'entreprise venus de toute la région ont répondu à ces questions. Comment produire et inciter à consommer français? La société 1083 a osé fabriquer des jeans dans les Vosges à Rue-sur-Moselle. Et le slogan « Acheter chinois, c'est acheter 3 fois » n'impressionne pas son PDG. Si vous avez le choix entre un jean qui pollue et un jean qui fait du bien à la planète, qui fait du bien au cœur aussi parce qu'il est fait localement, et ça donne du sens à cet investissement. Si en plus ce jean dure longtemps et de qualité, en fait ça vous coûtera moins cher d'acheter un jean français de qualité que 3 jeans de la fast fashion à 30 €. Les jeans éthiques en coton bio tissés et confectionnés dans un périmètre maximum de 1083 km par l'entreprise ont aussi la certification Origine France garantie. Alors c'est pas le Made in France, le Made in France est régi par le Code des douanes européen qui dit qu'une seule opération substantielle sur le territoire français permet d'être Made in France. Nous on est beaucoup plus exigeants, en fait le sujet c'est qu'on veut que le consommateur puisse, s'il a envie de participer au modèle social français, de consommer un produit réellement fabriqué en France, il le sache avec la certification. La relocalisation à la française, c'est faire du qualitatif et intégrer la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Un fabricant de fenêtres l'applique à la Bresse et Saint-Maurice-sur-Moselle. Ses salariés sont actionnaires d'une entreprise dite à mission. En rachetant l'entreprise avec l'ensemble des salariés, donc 100% des 500 salariés sont actionnaires de l'entreprise aujourd'hui. Et en devenant entreprise à mission, on s'est réapproprié notre maîtrise de nos valeurs, de comment on crée de la valeur, dans quelle durée, avec quels moyens, d'être beaucoup plus résilient, durable et de gagner de l'argent quand même, parce que de toute façon c'est une condition sine qua non. Pour produire français et tenir face à la concurrence, tous l'ont affirmé, il faut innover. L'industrie a pris ce tournant comme ici la métallurgie avec cette signature entre le syndicat patronal de la filière et la communauté des start-up de la French Tech de l'Est. Du 14 juillet au 15 août, les Mosellans pourront profiter pleinement de Metz-Plage.
Et pour cette 15e édition, la municipalité innove en aménageant un bassin de 1000 m² accompagné d'une vraie plage ensablée. La ville espère atteindre la barre des 100 000 visiteurs pendant cette période, soit environ 3500 personnes chaque jour. Grande satisfaction pour la ville de Metz. Et bien entendu, c'est une énorme attente de la part du public. C'est une possibilité aux familles qui ne vont pas en vacances de pouvoir passer un moment fort agréable et sportif chez nous en centre-ville, sur notre plan d'eau. Au total, 70 activités seront organisées au cours de l'été. Des terrains multisports, un village enfant, terrain de molki, parasol, transat et sable pour les plus dormeurs. Des zones de loisirs qui ont demandé des investissements. Vous avez le Metz-Plage qui, elle, vaut 379 000 €. Et nous, la plage naturelle, qui est un investissement à moyen et long terme, lui va être de 325 000 €. Alors que l'association Metz Ville d'Eau alerte sur l'existence de métaux lourds sur le plan d'eau, le maire François Grosdidier assure avec fermeté que la qualité de l'eau est optimale pour la baignade, en attestent les études réalisées par l'Agence régionale de santé. Des centaines de pièces en pin, en hêtre ou en séquoia, comme cette sirène destinée à un jardin, le fruit de 50 ans de création. Bienvenue chez Francis Cuny. Sculpteur sur glace, granit et bois, l'artiste a ouvert dès samedi dernier et pour tout l'été les portes de son atelier de Bas-sur-le-Rue. Rencontre avec un artiste tombé dans le bois quand il était petit. Autrefois, j'étais bûcheron et du coup, pendant une dizaine d'années avec mon père, je connaissais le bois sur tout l'extérieur, si vous voulez. Et puis là, j'ai décidé d'entrer dedans en essayant, avec la tronçonneuse, de donner des courbes plutôt que de suivre la ligne droite des bûcherons et des séries, quelque part. Parce que ça, c'est tellement un peu prévu d'avance, quoi. Et moi, comme j'aime la surprise, et puis j'aime inviter les amis à découvrir mes surprises, et puis moi, j'aime aussi ce qu'ils peuvent me proposer en échange ou voilà. Et ben vous verrez ici des courbes et des trucs qui sont un peu des recherches en même temps. Je trouve ça magnifique, je suis émerveillée. En plus, avec une tronçonneuse, on ne peut pas s'imaginer, mais je trouve qu'il y a une finesse remarquable. Il arrive à rendre tellement sensuel le bois. Il fait des vagues avec des morceaux de bois énormes et il fait des vagues qui sont d'une fragilité extrême. Enfin, je trouve ça tout à fait époustouflant. Je vois l'évolution de son travail. Je n'avais jamais vu l'ensemble de tout ce qu'il a pu faire et je trouve ça génial. Dans cette maison devenue lieu d'exposition, les animaux côtoient le mobilier et les installations abstraites. L'arbre, au naturel ou revisité, est une inspiration constante. Mon obsession, je crois que c'est parce que peut-être j'ai été bûcheron, c'est de remettre les arbres debout. Ceux qui tombent, je ne supporte plus. Un bûcheron, par exemple, qui coupe un arbre un peu haut, moi je reprends la souche et j'en refais un arbre presque aussi haut que celui qu'ils ont coupé. Il y a un petit côté, comment on peut dire, feu d'artifice dans cette idée que l'arbre déploie ses bras pour accueillir, quoi. Francis Cuny s'est installé dans l'ancienne usine textile de Trougemont il y a 40 ans avec son épouse, séduit par ce lieu marqué par les intempéries, un incendie et le temps qui passe. En cette année d'anniversaire, ce Vosgien a décidé de le partager avec le public. Avant de tisser, ils ont construit, et pendant des dizaines d'années. Et là, moi, j'aimerais mettre en valeur ce fameux patrimoine et puis le relier à ce qu'il est devenu, ce que ces lieux sont devenus, d'abriter à la fois des sculptures et puis d'accueillir des événements culturels et artistiques et d'en faire un tout. Après une visite ponctuée d'anecdotes où le parcours du sculpteur rencontre l'histoire du site, place à la musique et au spectacle. Conteurs et musiciens vont se succéder un dimanche sur 2 cet été, sur une scène évidemment en bois. Le sauvetage d'un pigargue est exceptionnel. 4 couples de cet aigle pêcheur sont recensés dans le parc naturel de la Forêt d'Orient. Celui-ci a été sauvé en avril dernier
grâce à un réseau de professionnels. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un souci, parce qu'il avait une aile complètement vrillée, et donc j'ai vu qu'il avait une fracture de l'aile. Et puis de là, on l'a emmené au cabinet vétérinaire de Vendeuvre sur Barse. Après l'opération, il a été pris en charge durant 2 mois par le CPIE Sud-Champagne, un hôpital pour les animaux sauvages blessés, plutôt habitué à accueillir des hérissons, petits mammifères ou oiseaux, bien loin des 2,30 m d'envergure de ce rapace. C'est la première fois que je gave un oiseau de cette taille-là. Alors gaver une chouette, un pigeon, ça va tout seul. Mais gaver un pigargue, je vous promets que la première fois, c'était quand même impressionnant. Je ne savais pas comment fallait faire. Et puis finalement, on y est arrivé. Disons que c'était une fracture ouverte et que ce n'était pas gagné que l'os se solidifie. Après, l'ennui pour moi, c'est compliqué d'avoir une rééducation correcte pour un animal de cette taille en volière de 36 mètres. Voilà, donc pour moi le plus gros doute c'est sur la rééducation. Ça aurait été bien un espace beaucoup plus grand, mais qui reste compliqué à avoir en volière. Parce que c'est un événement pour le parc dans le sens où c'est une des espèces emblématiques du parc de la Forêt d'Orient. On a, pour faire vite, on a la cigogne noire qui est l'emblème, on va dire l'été. Et lui, le pigargue pour l'instant, c'est plutôt une espèce hivernante. Donc, qui vient surtout des pays de l'Est et des pays plus nordiques et qui passe tout l'hiver chez nous, sur les lacs, pour pêcher, pour chasser les cormorans, les canards, enfin il a plusieurs proies. Donc, et puis c'est un oiseau quand même de 2,30 m, 2,40 m pour la femelle d'envergure, donc c'est un oiseau quand même majestueux. Après 2 mois passés en volière, le pigargue a pu reprendre son envol ce vendredi. J'avais une petite appréhension de le relâcher ici avec le plan d'eau qui est juste derrière. Et d'ailleurs, on a bien vu sur les images qu'il avait un peu de mal quand même à prendre de l'altitude. Et c'est pour ça que je suis allé tout de suite voir où il s'était posé pour être rassuré. Mais c'est vrai que j'étais un peu ému parce que je ne pensais pas, quand je l'ai trouvé avec une fracture ouverte, j'avais peur en fait qu'il finisse ses jours en volière. Et aujourd'hui, c'est une vraie réussite, quoi. Une balise GPS offerte par les Ailes du Léman en Suisse a été posée sur cet aigle âgé de 3 ans afin de mieux connaître ses habitudes et ses déplacements en Europe. Bibelots, vélos, meubles ou encore accessoires sont quelques-uns des objets qui composent l'atelier des curieux, un endroit où le temps semble s'être arrêté et où petits et grands se retrouvent à la découverte de trésors. Une recyclerie d'objets qui a pris place dans les locaux d'une ancienne usine d'agrafes de Lutzelbourg et qui est née de la collaboration de 3 associés qui dénichent avec soin les objets présentés. On sait que là, on a des meubles qui ont une histoire, qui ont été réalisés avec goût, avec soin, avec un vrai savoir-faire. À l'atelier, ce qu'on aime aussi, c'est donner une seconde vie et un second souffle aux meubles qui, pour certains et pour la plupart d'ailleurs, sont voués à être détruits. Une seconde vie qui apparaît comme une évidence pour ces passionnés, comme un retour aux choses simples, à travers ce lieu insolite, mais pour autant intergénérationnel. C'est aussi un rendez-vous des familles. On peut avoir plusieurs générations et c'est toujours sympa d'entendre le grand-père ou l'arrière-grand-père qui raconte de mon temps, c'était. Et puis, on essaie de créer un petit peu des petits espaces où on va cacher pour inciter aussi le visiteur à être curieux et dénicher les trésors, peut-être l'article qu'il ne recherche pas, mais ça sera le petit produit qui ira bien pour finaliser la déco de sa maison. Mais bien plus qu'une simple recyclerie, l'atelier des curieux évolue dans une volonté de promouvoir l'artisanat local, en collaborant avec plusieurs commerçants de proximité. Ainsi, vaisselle, bougies et mobilier sur mesure se fondent à merveille dans cette curieuse boutique aux allures de caverne d'Ali Baba.